bord de son sous-marin le Nautilus, le mystérieux capitaine Nemo va entraîner, malgré eux, le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land dans une extraordinaire odyssée sous-marine autour du monde. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre. Un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme. Un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Ainsi commence le roman 20 000 lieues sous les mers. Pour résoudre cet étonnant mystère, qui se révèle bien vite être un terrible danger pour la navigation maritime, une frégate américaine est missionnée pour poursuivre et anéantir le monstre. 3 personnages se retrouvent embarqués dans ce qui va devenir une extraordinaire aventure. Ned Land, un Canadien, le roi des harponneurs, qui ne connaît pas d'égal dans son métier pour lancer un harpon contre une baleine ou un cachalot. Pierre Aronnax, professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, accompagné de Conseil, son domestique, un garçon dévoué qui l'accompagne dans tous ses voyages. Avec Nemo, Aronnax est le personnage principal du roman. D'une certaine manière, Aronnax symbolise Jules Verne lui-même. Et ce n'est certainement pas un hasard si les traits du professeur sont précisément ceux de l'auteur des Voyages extraordinaires. Aronnax est un scientifique raisonnable qui se retrouve entraîné dans une aventure qui va lui offrir de vivre ce que nul homme n'a vu encore. Et pour rien au monde, même au prix de sa vie, il ne veut rater l'incroyable opportunité qui lui est offerte. Après une course-poursuite entre la frégate et la chose mystérieuse, Aronnax, Conseil et Ned Land finissent par résoudre le mystère du monstre des mers, qui n'est autre qu'un engin fantastique, le sous-marin, le Nautilus. Cette machine marquera l'imaginaire des lecteurs de 20 000 lieues sous les mers, au point que beaucoup penseront que Jules Verne en est l'inventeur. En réalité, l'idée du sous-marin remonte à bien longtemps et de nombreux essais ont déjà été effectués depuis le 19e siècle. Il est vrai que jusqu'alors, ces différentes machines n'ont que des capacités d'action que fort limitées. Le roman 20 000 lieues sous les mers commence à être imaginé par Jules Verne en 1866 lors d'un séjour estival dans la maison familiale de Chantenay, près de Nantes. Avec son frère Paul, il imagine et dessine le sous-marin, le Nautilus. Les années 1860 sont justement celles de l'un des premiers bateaux sous-marins modernes, un prototype français, le plongeur. C'est dans ce contexte d'innovation que Jules Verne imagine son sous-marin Nautilus en résolvant, grâce au subterfuge de la littérature, les nombreux problèmes techniques de son époque. À l'issue de la poursuite du sous-marin, le harponneur Ned Land, le professeur Aronnax et son domestique Conseil se retrouvent prisonniers du mystérieux capitaine du Nautilus et découvrent ainsi son aménagement et ses principes de fonctionnement. Étrange prison en effet que celle du Nautilus, où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de participer aux études scientifiques et aux explorations dans les mondes sous-marins, mais avec l'interdiction de communiquer avec le monde extérieur et sans aucun espoir de revenir chez eux. Ned Land ne supporte pas cette situation qui le prive de sa liberté. Aronnax est lui totalement fasciné par le capitaine Nemo et par son merveilleux vaisseau propulsé par l'électricité grâce à un principe mystérieux. Aronnax est également émerveillé par son aménagement avec notamment une bibliothèque de 12 000 livres, un salon immense et splendidement éclairé, et surtout par ses incroyables baies vitrées permettant de contempler et d'étudier le monde sous-marin durant ce voyage d'exploration des océans autour du monde.
des collections artistiques agrémentent le salon, ainsi qu'un orgue permettant au capitaine mélomane de se plonger dans de véritables extases musicales. Il est vrai que les dimensions du sous-marin sont impressionnantes, avec une longueur de 70 mètres et une largeur maximale de près de 8 mètres. 20 000 lieues sous les mers est une ode d'amour pour l'élément océanique. Cette passion de la mer, exprimée par Nemo, est aussi celle de Jules Verne, qui grâce au succès éditoriaux de ses premiers romans, vient de se faire construire un bateau au Crotoy, petit port de pêche de la baie de Somme, où il est désormais installé. Baptisé le Saint-Michel, Jules Verne en fait un véritable cabinet d'écriture et une source d'inspiration où les aventures du capitaine Nemo seront en partie rédigées. La beauté du monde de la mer est sublimement décrite lors des différentes promenades faites en scaphandre. Aronnax écrit lors de sa première randonnée sous-marine. Véritablement, cette eau qui m'entourait n'était qu'une sorte d'air, plus dense que l'atmosphère terrestre, mais presque aussi diaphane. Au-dessus de moi, j'apercevais la calme surface de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé, comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Ces promenades à pied dans les fonds sous-marins se révèlent aussi être dangereuses. Notamment avec le combat contre une araignée géante des mers ou encore lors de l'attaque d'un requin contre un jeune plongeur indien en apnée, durant laquelle le capitaine Nemo, n'écoutant que son courage, sauve le malheureux d'une mort atroce. Cette générosité de Nemo se révèle une autre fois d'une bien curieuse manière. Alors même que le Nautilus étant plongé au large de la crête, le professeur Aronnax aperçoit un homme nageant vers le panneau vitré. À la stupéfaction d'Aronnax, le capitaine Nemo fit un signe au plongeur qui remonta alors à la surface. Quelle n'est pas la surprise d'Aronnax de voir alors Nemo placer dans un coffre une quantité extraordinaire de lingots d'or, transférés ensuite mystérieusement vers la côte. Ce ne sera que plus tard qu'Aronnax comprendra que cet or était destiné à financer la révolte crétoise contre l'occupation ottomane. Quant à l'origine de cette incroyable fortune, qui semble inépuisable, elle se révélera provenir de galions chargés de l'or de l'Amérique du Sud, coulés dans la baie de Vigo au début du XVIIIe siècle. Une fortune hallucinante que seul Nemo, grâce au Nautilus et à ses scaphandres, est en capacité d'extraire du fond des mers. Nemo est un être ultra sensible et tourmenté. Il se considère lui-même comme un habitant du pays des opprimés. Et lorsqu'Aronnax émet des doutes sur l'utilisation de sa considérable fortune, il se défend d'en faire un mauvais usage. Cet or est destiné aux êtres souffrants, aux races opprimées sur cette terre, aux misérables à soulager, aux victimes à venger. Au cours de cette exploration des mondes sous-marins, dans ce périple de 20 000 lieues, après avoir sillonné l'océan Pacifique, la mer Rouge, la Méditerranée et enfin l'océan Atlantique, le professeur Aronnax, en compagnie du capitaine Nemo, va de surprise en surprise. La découverte de l'ancienne cité mythique de l'Atlantide n'en est pas la moindre. L'exploration de l'Antarctique et le premier pas sur le pôle Sud est également l'un des moments les plus extraordinaires de cet incroyable périple au cours duquel le capitaine Nemo plante son pavillon noir orné d'un N d'or. Au fur et à mesure de cette extraordinaire odyssée, le regard d'Aronnax sur le capitaine Nemo évolue, au point qu'il se demande s'il faut haïr cet homme ou l'admirer. Nemo, si maître de lui en général, est en effet capable de ne plus se contrôler face à certaines situations. Sublime et monstrueuse, cette haine de Nemo pour l'oppresseur lui fait commettre des actes terrifiants, tels la destruction de vaisseaux de guerre d'une nation qu'Aronnax n'arrive pas à déterminer. Aronnax ressent progressivement une insurmontable horreur montée en lui à l'encontre de Nemo.
Mais qui est le capitaine Nemo? On sait que dans sa première version manuscrite, le commandant du Nautilus était un seigneur polonais, dont toute la famille, femmes, enfants, avait été abominablement massacrée par l'armée russe. Ce seigneur consacra alors son immense fortune et ses talents d'ingénieur dans la construction du Nautilus et avec quelques compagnons décidait de devenir maître des profondeurs océaniques. Et chaque fois qu'il voyait un navire militaire russe sur sa route, il le détruisait. L'éditeur ne peut accepter une telle mise en cause d'un pays où ses livres se vendent très bien. Un véritable rapport de force s'engage entre Jules Verne et Hetzel, qui tente aussi de rendre moins agressif le capitaine Nemo. À bout d'arguments, Jules Verne écrira à son éditeur « Je vois bien que vous rêvez un bonhomme très différent du mien. C'est très grave, et d'autant plus grave que je suis parfaitement incapable de réaliser ce que je ne sens pas. Or, décidément, je ne vois pas le capitaine Nemo comme vous. » Finalement, la contrainte éditoriale et commerciale lui donne l'idée de créer une situation absolue en ne révélant quasiment rien sur l'origine de son héros, sur lequel chaque lecteur peut ainsi projeter l'histoire qu'il souhaite. Jules Verne lui donne précisément le nom de Nemo, qui en latin veut dire personne. Certains commentateurs politiques, en 2001, iront même jusqu'à faire une analogie entre la destruction de navires par Nemo et l'acte terroriste contre les Twin Towers à New York. Comment se termine le roman 20 000 lieues sous les mers et qu'advient-il d'Aronnax, de Ned Land et de Conseil, alors que le Nautilus se trouve aspiré dans le terrifiant tourbillon d'un fantastique maelstrom? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la fin extraordinaire de ce roman. Ce chef-d'œuvre aura nécessité 5 années d'écriture durant lesquelles Jules Verne traversera lui-même l'océan Atlantique à bord de l'un des plus formidables navires du 19e siècle, le Great Eastern, qui lui permettra d'écrire un roman particulièrement autobiographique, Une ville flottante.